Alors, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes avec Eric Offenstadt, avec qui on va sauter les décennies et les générations. Eric, on a devant nous une 250 à Air Mackie, Ouais. une petite Morini monocylindre. Donc là, on est tout début des années 60. Et juste derrière, pardonne-moi, on va reculer un peu, on a la Geco que tu as conçue dans les années 2000. Donc là... 2010. 2010 même. Non mais attends, Eric. Donc, années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Mais tu es le champion de l'innovation et de la technique tous azimuts. Oui, moi je vois pas les choses comme ça. En fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, je faisais des erreurs et donc j'étais obligé de les corriger. Donc ça me refaisait faire une autre et une autre et une autre. Et en fait, j'ai commencé à me dire que j'étais capable à peu près de mettre une moto au point en 2017. Oui, peut-être 2018. Pardonne-moi, ça me fait Voilà. rire parce que Phil Reed se targuait d'avoir gagné des courses pendant 6 décennies. Ouais. Mais toi, en fait, c'est exactement ça. Tu as bricolé, enfin non, pardonne-moi, je ne devrais pas employer ce terme. Enfin bref, tu as réfléchi à ce qu'on fait d'une moto de course pendant 7 décennies. Ouais, Et puis tout à l'heure, on verra une Manx Norton. Tu as aussi roulé en Manx Norton. Ouais. Donc les 250 et 350 à Air Mackie, la petite Morini, tout à l'heure la Manx Norton. Donc à tes débuts, tu es quand même sur des motos très frustres et très primitives. Oui, oui, mais enfin, moi, je vois pas les choses comme ça, hein. À l'époque, c'était des motos très modernes. Oui, c'est vrai, pour leur époque. Bah oui, pour leur époque. Et c'est un petit peu normal, le progrès. Tu sais, moi, je suis un fan du prix Nobel de physique qui a écrit un livre, vous plaisanter, Monsieur Feynman, hein, qui est un livre fabuleux qu'il faudrait que tout ingénieur lise. Et il dit la recherche consiste à se prouver qu'on a tort. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je vois une de mes motos, ce que je vois, c'est les erreurs que j'ai commises. Alors, je suis quand Et même sur la obligé- butte, il y en a. Hein. Je suis quand même obligé de te poser une question parce qu'en fait, tu commences à courir en moto vers 59-60, mais en fin 62, tu passes à l'auto. Est-ce que tu avais l'idée de passer à l'auto quand tu as commencé à courir en moto ou est-ce que c'était une opportunité, un hasard? Bon, non, moi, c'est toujours des hasards puisque j'ai commencé à courir en moto. La première fois que j'ai couru à Montlhéry, je ne sais même plus l'époque, c'est tellement vieux que je m'en souviens plus. Mais la première fois que j'ai couru à Montlhéry, on peut dire que 2 mois avant, je ne savais pas qu'il existait des courses de moto. Et j'ai rencontré Barghezzi par hasard chez le concessionnaire. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, Et qui toute t'a fait, l'histoire. parce que tu t'étais acheté une 250 Voilà. Matchless de route. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Et qui t'a dit, bah, faut que tu viennes courir avec nous. Voilà. Mais et pourquoi tu t'es mis à l'automobile 3 ou 4 ans plus tard? Ben, j'avais 2 solutions en moto. C'était soit passer en Grand Prix, soit passer à la voiture. Ben, j'ai choisi passer à la voiture, mais je ne me souviens plus pourquoi. Hein. Je ne sais pas quelle était la raison de ma décision de l'époque. Bon, je suis passé en bagnole, voilà. Bah, dis-nous un mot de ta carrière, quand même, de 62 à 68. De 62 à mi-69, À c'est-à-dire mi-69, presque 70, j'ai couru en monoplace. Ça m'a quand même donné l'opportunité de me bagarrer avec Jackie Stewart, Graham Hill, Jochenrin, en Formule 2, Rockenrin, et surtout de te faire mon découvrir copain Jochenrin, ouais. et te faire découvrir un monde où la recherche technique était radicalement différente de la moto. Ben voilà, ce qui m'a permis quand je suis arrivé en moto, d'avoir envie de frein à disque, d'avoir envie de monocoque, en fait de rapporter tout ce que je pouvais rapporter de l'automobile en moto. Voilà. Même si d'ailleurs, il y avait un grand bouillonnement dans ces années 60. Puisque les premiers freins à disque qui arrivent en moto, c'est dès 64-65, mais ils ont été ils ont conçus été pour des abandonnés. kartings. Moi, Oui. quand je suis arrivé au Grand Oui. Prix d'Autriche, dans le paddock, on était les seuls, toutes catégories confondues, Oui, à avoir des disques. Parce que tout le monde les avait abandonnés. Pourquoi ils les avaient abandonnés? Parce qu'ils ne savaient pas mettre au point le rapport entre le diamètre du piston de la poignée et celui des... Oui, mais Eric, il faut aussi dire une chose. Il y a un truc qui a révolutionné le frein à disque accessible à tous, c'est l'arrivée de la 750 Honda en 69, Oui. qui a des freins à disque, puisque les premiers freins à disque que tu utilises, C'était Honda. c'est des disques
donc des disques de série, si Oui, j'ose oui, dire. bien sûr. Ouais. Et donc, il y a ça aussi, c'est que les freins à disque d'avant, Lockheed a mis énormément de temps à s'intéresser à la moto. Lockheed, justement, ils étaient inutilisables parce qu'il fallait une force herculéenne. Voilà. Alors tout le monde a dit, ça freine pas, ça ralentit. Voilà. En fait, ça freinait très bien, il suffisait de mettre un plus petit mètre cylindre. Mais à Oui, l'époque, mais personne ne le savait. Mais ils ne voulaient pas le fabriquer non plus, Ouais. en disant, la moto est un trop petit marché. Oui, bon, de toute façon, tu sais bien qu'en moto, on est dans l'empirisme total. Donc, il ne faut pas chercher la petite bête. Hein. Donc, moi, c'était tout simple. Hein. Au début, ça a commencé comme ça. Je voulais des freins à disque sur ma moto parce que je les avais eus en automobile. Je voulais des monocoques, etc. Voilà. Bon. Ça a commencé comme ça. Tu pensais qu'on devait pouvoir décliner tout un tas de fonctions auto tu voulais remplacer l'empirisme de la moto par la vision technologique de l'automobile. Voilà. Sauf que j'ai mis 40 ans à comprendre à peu près. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que là, on est en 2023, ouais. Et à la fin de l'année dernière, tu as vendu des brevets sur les liaisons au sol, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, à une usine japonaise. Voilà. Quelle est la définition exacte de ces liaisons au sol? Comment? C'est toi le technicien, hein, moi... les liaisons au sol, alors c'est ce que je disais à François-Marie, c'est que les motos, depuis toujours, sont dessinées dans l'espace. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de ce que fait le pneu au sol. En automobile, ce serait une aberration. Ça fait 50 ans qu'on dessine en partant du point de contact du pneu au sol. D'accord. Donc moi, c'est ça que j'ai apporté. Et c'est une vision complètement différente qui a fait dire à un ingénieur hollandais avec qui je discute sur ma page technique, en anglais, une page technique en anglais, parce que qui lui a fait dire, si jamais ils adoptent ça, c'est une révolution complète. Mais rien ne dit qu'ils vont l'adopter. Hein. Ouais. Mais si je t'écoute, il t'a fallu 60 ans d'erreurs et de conneries, tu viens de prononcer le mot, ouais. Pour en arriver là. C'était si difficile 57 ans. Tu vois, tu me dis que tu ne fais pas les comptes et tu as compté précisément. Mais donc c'était si difficile pour y arriver? Mais on y arrive, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Ceux qui vont prendre ma suite, ils ont de nouveau tout à découvrir. Tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. La seule chose qu'on découvre dans la vie, c'est que il faut chercher à se prouver qu'on a tort. Parce que si on essaie de dire à tout le monde qu'on a raison, bon, on peut le dire à tout le monde, mais si on le pense soi-même, alors, on est à côté de la plaque. Tout à l'heure, on va aller voir d'autres de tes motos, mais ce que tu dis là me fait penser à une chose. Bon, tu as de nombreux détracteurs qui ont toujours dit Hoffen était bordélique, qui cherchaient n'importe comment. Oui, ben ils n'ont pas tort. Oui, mais ce que je veux dire, j'allais dire un de tes admirateurs, mais je ne devrais pas employer ce mot, m'a dit une chose que j'ai trouvée très juste. Il me dit, Eric, à une époque, a ouvert le champ des possibles à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde disait, Eric fait des erreurs, ces trucs, ça ne marche pas vraiment. Et en même temps, il me dit que tu as ouvert une sorte d'espoir et il y a eu une période bénie en France, années 70 et 80, où tout le monde a cherché. Et je trouve qu'à tes détracteurs, moi-même, j'en ai fait partie, il nous est arrivé de nous assouiller tous les deux sérieusement. Je trouve qu'effectivement, cette vision de cette ouverture que tu as amenée, qui t'a coûté cher en temps et en cervelle, si j'ose dire, doit rester importante et c'est probablement la trace que tu laisseras dans la moto et la technique moto. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi je pense que c'est tout à fait vrai. En plus, ce que les gens disent sur moi, mais ils ont tout à fait raison. Et le pire de mes détracteurs, si moi je te décris la butte, personne ne peut trouver autant de défauts que moi. Voilà. La seule chose qui fonctionnait, d'ailleurs, quand tu discutes avec Guillaume, il dira la même chose, la seule chose qui fonctionnait, c'est la suspension avant. Ouais. Tout le reste, c'était un lot d'erreurs. Donc voilà. Alors, mais seulement ces erreurs-là, je ne pouvais pas les découvrir à l'époque parce que certaines, je les ai découvertes 10 ans plus tard, d'autres 20 ans plus tard quand j'ai travaillé avec Aprilia, d'autres 30 ans plus tard, tu vois. Mais alors, c'est même plus de la longévité, c'est de l'acharnement. Qu'est-ce qui t'a donné la volonté? Ça travaillait à ce point-là? Non, écoute, de trouver... à 5 ans,
j'engueulais ma grand-mère parce qu'elle ne disait pas la vérité. Et moi, je suis un espèce de fou de savoir la réalité. Et donc, sur le champ d'exploitation de la moto, pour ça, c'est fabuleux. D'accord. Parce que c'est un objet irrationnel en plus. En plus, c'est un objet qui est complètement étrange, on va dire. Bon, en gros, moi, je suis un amoureux de Newton et des principes de la physique. Et en moto, il y a des erreurs monumentales, même dans les motos de Grand Prix actuelles. Sais-tu qu'un spécialiste en hélicoptère m'a dit que la moto ne peut pas être comparée à l'automobile pour une chose, l'automobile se déplace que dans le sens avant, arrière ou droite-gauche. Et il me dit le problème de la moto, c'est qu'elle se déplace dans les 3 dimensions puisqu'elle se déplace en montant et en redescendant, puisqu'en virage, tu relèves la moto et tu la redescends. Et il me disait, c'est pour ça que les lois de la physique de la moto sont aussi difficiles à comprendre. Les ingénieurs automobiles n'y comprennent rien du tout. Dès qu'ils font tous les ingénieurs auto qui ont fait des motos, ils les ont conçues comme des autos et non pas comme des motos. Et donc, elles sont complètement à côté de la plaque. Il n'y en a jamais une qui a fonctionné. Mais pardon de te le dire, à un moment, tu as fait cette erreur aussi. C'est-à-dire que tu as voulu imposer des choses de la voiture à la moto jusqu'à ce que tu découvres que ça ne fonctionnait pas. À l'époque de la butte, oui. D'accord. Mais parce que pour aller chercher la technologie, moi, ce que j'ai fait, c'est de la technique pendant très longtemps. J'ai commencé à faire de la technologie que quand j'étais à la Vigne Gourmande et que j'étais au premier étage à ma planche à dessin et que je travaillais pour Aprilia, c'est là que j'ai découvert le contact du pneu au sol. Bon, attends, un mot quand même pour les gens qui nous regardent. La Vigne Gourmande, c'était quoi? Eric a disparu du milieu mécanique pendant des années. 20 ans. Tant mieux pour nous, parce que j'ai eu la chance de connaître ce restaurant. Eric était un fanat de cuisine. Moi, j'ai eu la chance de connaître Eric à une époque où il nous invitait à dîner chez lui. C'était toujours une cuisine merveilleuse qu'il cuisinait lui-même. Il a ouvert son propre restaurant. Il était fanat de vin, donc il avait une cave exceptionnelle. D'ailleurs, Eric était un des rares restaurateurs que j'ai jamais connu qui te demandait ce que tu voulais boire avant de te dire ce que tu peux manger avec. Ce que tu pourrais manger après. Et la réputation de son restaurant, ça a été ça quand même. Ouais. On venait pour déguster des vins et ensuite tu nous disais, dans ce cas-là, si vous choisissez ce vin, il faudra prendre ce plat-là. Oui, mais il y avait aussi beaucoup de menus avec chaque plat, avec chaque verre de vin. Hein. Ouais. Mais il y a une similitude entre la cuisine et la moto. Enfin, la cuisine et tout. La capacité de faire des rapports. Et justement, entre les vins et les plats, par exemple. Les mauvaises langues disaient à l'époque, au moins, Hoffen est bon cuisinier, meilleur cuisinier que mécanicien. Ouais. De toute façon, moi, j'ai jamais été très bon mécanicien. Si, je préparais moi-même mes cylindres et je réglais mes carbus. C'est tout ce que je faisais. Gary faisait tout le reste. Voilà, c'est ça. J'avoue que moi, en tant que consommateur, je préférais apprécier ta cuisine que rouler sur tes motos. Ouais. Oui, surtout qu'à l'époque, tu sais, quand on a quitté cette moto-là, sur laquelle on a essayé des tas de suspensions arrière, des effets de chaîne. La première de ces motos-là, on avait un arbre qui traversait et la chaîne était passée par ici, avec deux pignons de taille égale, etc. C'est-à-dire qu'on a commencé, là on commençait à s'occuper de la liaison au sol, des suspensions arrière. Et là, on a fait une suspension arrière qui était homocinétique, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun mouvement de la roue. Et c'était ça au début la première idée. J'en discutais déjà avec Alain Chevalier, tu vois. Et en fait, c'est en 2017 que j'ai dit à JB, à Jean-Baptiste Labruyère, qui a construit les deux buts, les deux Geco, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte qu'il a fallu qu'on attende, alors qu'on s'est aperçu des erreurs de la suspension arrière là-dessus, il a fallu qu'on attende jusqu'en de 2017 pour comprendre qu'en fait, ce qu'il fallait qu'on fasse à l'arrière, c'est ce qu'on fait depuis toujours à l'avant. C'est-à-dire à l'avant, on avait des étriers mobiles qui permettaient de gagner en grippe sur l'angle, etc. Et dire, tu te rends compte que le temps qu'on a mis à comprendre une chose évidente. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la moto, c'est qu'il y a tellement de choses encore à découvrir.
Alors pardonne-moi parce qu'on parle de temps, là, on a parlé de ton restaurant. Je voulais juste faire une mini anecdote par rapport à ceux qui nous regardent, qui aiment la mémoire de la moto, des grands pilotes et tout ça. Ton restaurant était dans la maison natale du champion de France et du champion du monde d'endurance, Christian Léon. Absolument. C'est une coïncidence incroyable. C'est fou ça. Ouais. C'était à Osny, à côté de Pontoise. Mais tu le savais quand tu as ouvert le restaurant? Non, pas du tout. J'ai appris qu'il était né au premier étage. Au dernier étage. Sous les combles, dans les combles. Tout à fait. Ouais. Eric, merci pour l'instant. Et puis ensuite, on recommencera devant la butte où tu nous parleras un peu de la butte et des monocoques. C'est parti. Alors, on continue notre voyage dans le temps avec Eric Offenstadt, qui s'est assis sur une 500 Manx Norton, une machine que tu as pilotée aussi au début des années 60. Oui, une fois ou deux, ouais. Pour le... oui. Est-ce que tu te souviens qui te l'avait prêté? Garo, l'importateur? Non. C'était quelqu'un de la région. Là, j'ai vraiment l'air d'un con. Ben non. Monsieur Valentin. Monsieur Valentin, un Lyonnais d'ailleurs. Oui, voilà. La Manx du Père Valentin. La Manx du Père Valentin, qui était un fan de technique aussi. Oui, mais qui était une Manx à boisseau rotatif. Exact. Ouais. Alors viens, on va continuer notre voyage dans le temps. La vraie motosport, elle a encore son phare, une plaque de course, et c'est comme ça que tu as débuté pour de bon. Oui, grâce à l'importateur, M. Bory, qui me prêtait des AR Mackie. Donc j'ai couru en 175, 250, 350 et je crois même qu'à un moment j'ai eu une 394 en 500. Pour rouler en 500. Avec cette moto-là en fait. Et alors juste la même. Juste en face. La plus belle moto du monde. Juste en face, on fait un saut dans le temps. Ouais. Ça, c'est la butte que tu as construite au début des années 70, 75, 76, la butte, avec son cadre monocoque. Et en fait, on en parlait il y a 2 minutes, l'automobile t'avait donné envie d'avoir des châssis monocoques. Ta première monocoque, tu l'as construite en 1971 pour un moteur de 500 Kawasaki. Et pendant 3-4 ans, tu as mis des moteurs de Kawasaki dans tes monocoques. Oui, même si certains étaient très spéciaux, comme le bicylindre tiré d'un 750, avec une boîte 6 que j'avais dessinée. Tout à fait. Et donc, au moment où tu as eu envie de concevoir ta suspension et tout ça, tu l'as aussi installé sur un châssis monocoque, et c'était l'aventure des buttes. Au début, un moteur Yamaha, puis un moteur à chaud. Explique-nous ça. Oui, le moteur à chaud, c'était un moteur qui était fait sur une base de 400 RD, donc à course longue, sur lequel on avait dessiné des cylindres. C'était des pistons mâles et des cylindres 7 transferts 500. Et c'était un moteur avec 2 carbus normaux, 2 carbus normaux et 2 carbus qui arrivaient sous l'échappement. Alors tu nous disais il y a un instant qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur ta butte. Ouais. Lesquelles? Il y en a tellement que... Non, mais à part la suspension avant que Guilleux m'a encore dit il y a quelques années quand je l'ai eu au téléphone qu'il freinait plus tard que tout le monde, quoi. C'était vraiment, tout à fait. c'était vraiment la suspension avant, c'était ce qui fonctionnait sur cette moto. Tout le reste, c'était des erreurs. Alors, comme erreur, mais que j'ai compris que des fois 10 ans après, d'autres fois 15 ans après. Alors comme erreur, il y avait la principale, c'était un bras oscillant très court. Bon, on sait qu'à l'heure actuelle, avec des motos à suspension arrière conventionnelle, il faut des bras très longs. Moi, j'ai fait le plus court possible. Donc cette moto, le pauvre Guilleux, il avait une moto qui freinait plus tard que tout le monde, mais qui accélérait moins fort parce que c'est lui qui avait le moins d'adhérence, qui avait le moins de grippe. Mais ça, moi, je l'ai compris que peut-être 15 ans ou 20 ans après. Alors une précision quand même, cette moto-là qui est là, c'était celle que Hervé Guillot a emmenée à la 4e place au Grand Prix de France en 79 au Mans. Voilà. Donc c'est quand même un résultat plus qu'honorable. Oui, il a gagné une course avec, il a été en tête de beaucoup de courses en bagarre en Italie et en Angleterre, tu sais, des courses internationales qu'il y avait à l'époque, où il était en bagarre pour la première place. Et moi je me souviens de Francesco Villa qui est venu me voir à une course, après une course en Italie de Guilleux, il m'a dit « la tua moto », il m'a montré un angle maximum. Bon, donc c'était une moto qui était spectaculaire. Mais tu sais qu'en moto, il y a quand même une chose essentielle, il faut avoir le meilleur pilote. J'aurais pas eu Guilleux, cette moto, elle n'aurait jamais rien fait. Voilà.
Donc en moto, il faut rester modeste quand on fait des trucs parce que... Toujours. Alors, je voudrais terminer, puisqu'on a la chance d'être ensemble aujourd'hui. On n'a pas assez parlé de ta carrière auto. Tu as aussi piloté pour Matra, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et tu as été pilote de développement pour Matra. Oui, très mauvais pilote de développement. Alors... Non, mais je te le dis parce que, en fait, j'ai commencé à me dire que j'étais capable de faire une mise au point de moto entre les deux GECO, c'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre comment il fallait procéder, dans quel sens et dans quel ordre il fallait procéder pour faire une bonne mise au point, que sur le dernier GECO. Avant ça, j'étais un peu paumé, je me disais, mais... Et tu sais, quand tu fais des trucs sans savoir vraiment pourquoi, moi, ça me tue. Donc j'étais comme ça, et quand je faisais les essais pour Matra, je me disais, mais je comprends rien. Et pourtant, je sais qu'il y a des gens chez Matra qui t'ont appris beaucoup de choses. Avec quel ingénieur tu travaillais? Avec plusieurs ingénieurs différents? Oui, avec Jean Loz, qui était l'ingénieur qui dessinait les moteurs. Et puis bon, moi, c'est moi qui ai dit à Matra de prendre une monocoque, par exemple. Voilà, et puis après, dans les détails... je me souviens plus du tout si j'ai participé aux réunions de suspension ou pas. Moi, tu parles souvent d'un ingénieur de suspension de carbone, c'est ça? Ah oui, qui était fantastique, qui était un... Comment il s'appelait? Avner? Oui, David Avner, qui était un Anglais, hein, mais qui était le patron technique de Carbon, ouais, qui m'a tout appris. Hein. Il y a encore... qui m'a tout appris sur l'amortissement, etc. Discuter avec toi aujourd'hui, moi, ce qui me sidère, c'est ce temps de maturation pour que tu en arrives à nous dire tout ça. Parce que, bon, on s'est rencontrés, quoi. On se connaît depuis plus de 50 ans. Oui, mais si tu veux, je fais partie des gens qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. J'ai l'impression que tu es comme ton vin, quoi, finalement. Tu mets beaucoup de temps à te bonifier. Tu auras mis autant de temps qu'un grand Bordeaux à te bonifier. Et Dieu sait si tu avais du bon Bordeaux dans ton restaurant. Bah oui, mais ouais, peut-être. Ah bah, on va en rester là, Eric. Un grand merci des moments que tu nous as accordés, parce que je sais qu'on va rendre des gens heureux. Merci pour eux, et merci pour. Eh ben, ça serait bien. Enfin une bonne action dans ta vie. J'ai pas dit ça. C'est moi qui le dis.